présenter. Nous allons commencer avec la présentation de notre chapitre premier qui est intitulé l'impôt sur les sociétés. Ok. De façon simple, la première question qu'on a envie de se poser dans ce chapitre, c'est la suivante. C'est quoi l'impôt sur les sociétés? En abrégé IS. Donc, nous allons dire ça. IS, le langage, c'est l'abréviation fiscale de l'impôt sur les sociétés. De quoi il est question dans ce chapitre? C'est quoi l'IS? Dans un premier temps, nous disons d'abord que l'IS est un impôt payé soit par les personnes physiques, soit par les personnes morales, relevant soit du régime simplifié ou soit du régime du réel. On comprend donc par là, parce que nous avons présenté les régimes d'imposition à l'introduction, on comprend donc par là que les contribuables relevant du régime de l'impôt libératoire ne sont pas concernés par cet impôt-ci. C'est seulement si vous relevez du régime. Si vous êtes au régime du simplifié, ou si vous êtes au régime du réel, que vous êtes concerné par l'impôt sur les sociétés à l'abrégé IS. C'est quoi l'IS? L'IS c'est un impôt direct. Direct pourquoi? Parce que c'est payé par une personne et supporté par la même personne. On a donc dit que le redevable réel et le redevable légal sont la même personne, sont identiques en matière d'impôt direct. L'IS c'est un impôt direct. Et nous avons évoqué à l'introduction le concept de base d'imposition. Parce que tout impôt a une base d'imposition. La base d'imposition, ou encore, on l'appelle encore assiette de l'impôt. On l'appelle assiette de l'impôt. La base d'imposition, elle est définie comme étant quoi? Elle est définie comme étant le montant sur lequel on calcule l'impôt. Donc, on a lieu de s'interroger ici, quelle est la base d'imposition de l'IS, quelle est la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés. La base d'imposition de l'IS ici, c'est le bénéfice comptable. C'est ça la base d'imposition, le bénéfice, le revenu réalisé par l'entreprise. C'est sur la base de cet impôt, c'est sur la base de ce revenu qu'on impose à l'entreprise en matière d'IS. On a bien envie de savoir quel est le taux de l'IS. L'IS a deux taux en fonction de la taille de l'entreprise. Selon l'article, si vous lisez l'article L17, alinéa 1 du CGI, le taux de l'IS là-bas est fixé à 30% en principal. Quand on va majorer les CAC, une fois les CAC majorés, on va passer à 33%. Si vous consultez l'article L17 bis, pas L, article 17, L. Si vous consultez l'article 17 alinéa 1 et l'article 17 bis, là, le taux de l'IS ici est de 28%. Une fois majoré les CAC, on passera à 30,8%. Sauf qu'ici, la limitation apportée pour les entreprises qui réalisent la taxe est inférieure ou égale à 3 milliards. Dans l'un deux taux de l'IS, le premier taux, c'est de 30,8%. Lorsque l'entreprise doit compter à l'article 17 bis, lorsque l'entreprise réalise un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 3 milliards. Donc, logiquement, lorsque le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards, on sera en train d'utiliser le taux contenu à l'article 17 alinéa 1 du CGI, qui est 33%, donc 30% du principal majorité des CAC. Nous avons dit que la base d'imposition de l'IS, c'est le bénéfice comptable. Donc, voilà le creux de l'explication. Le bénéfice comptable égale la somme des produits moins la somme des charges. Voilà la formule de détermination du bénéfice comptable. Le bénéfice comptable égale la somme des produits moins la somme des charges. Nous disons que c'est le point de départ en matière de l'IS. Pourquoi? Parce que, avant l'existence d'un véritable droit comptable, les règles de droit fiscal avaient l'emprise sur les règles de droit comptable. Ça veut dire, avant que la comptabilité n'existe véritablement, c'est la fiscalité qui imposait comment est-ce que la comptabilité devait être tenue. C'est-à-dire, la fiscalité était mère de la comptabilité. Mais depuis 1993, la date où on a ratifié le traité de Port-Louis, on a commencé à parler du OHADA. OHADA est né, est entré en vigueur en 2000, révisé, et la dernière révision date de 2017. Donc, il y a eu donc une séparation complète entre la comptabilité et la fiscalité.
la comptabilité, la fiscalité et la comptabilité sont devenues deux disciplines qui ont chacune leur droit, qui ont chacune leur instrument de fonctionnement. En comptabilité, le document qui dirige la comptabilité, c'est le système comptable, le WADA, alors qu'en fiscalité, le document qui dirige la fiscalité, c'est le droit fiscal. Donc, qu'est-ce qui doit donc se passer? Il se passe qu'à l'entreprise, puisque la base d'imposition du revenu, de l'ISC, le revenu, c'est le bénéfice comptable qui est la somme des produits moins la somme des charges, tout le monde constate par là que si la somme des produits moins la somme des charges ne donne pas de bénéfice, cela peut donner une perte. On parle de bénéfice lorsque le produit est supérieur aux charges. On parlera de perte lorsque les charges sont supérieures au produit, donc la différence sera négative. On conclut donc que l'État est l'ami des bourgeois. Ça veut dire que l'État ne prélève votre bénéfice, votre revenu que si ce revenu est supérieur à zéro. Si ce revenu est inférieur à zéro, l'État ne le prélève pas. Donc, voilà donc le contenu, le point de départ. Donc, puisqu'il y a donc une séparation, entre la comptabilité et la fiscalité, le comptable, lui, en entreprise, il applique les dispositions du droit comptable, alors que le fisc applique les dispositions du droit fiscal. Et la comptabilité autorise au comptable, pour la détermination de son revenu, de prendre ses produits et d'enlever les charges pour avoir son bénéfice. Et une fois qu'il aura ce bénéfice, il sera donc imposé soit à 33% ou soit à 38% en fonction du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise. L'article 17 alinéa et l'article 17 du Code général des impôts. Donc, on constate donc par là, donc le regard qu'on pose par là, c'est que si le comptable s'hasarde à déterminer un bénéfice qui est de 10 millions, il aura un impôt à payer de 10 millions fois le taux de l'IS. Mais si le bénéfice déterminé par le comptable est plutôt de 5 millions, il aura un impôt à payer 5 millions fois le taux. Si le bénéfice diminue à 2 millions, donc le regard qu'on porte en tant que fiscaliste, c'est que plus le bénéfice de l'entreprise est bas et moins la valeur de l'impôt sur les sociétés est considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui peuvent avoir un bénéfice même de 20 milliards ou de 20 millions, on dit n'importe quoi, mais qui ne vont pas s'amuser à déclarer ce bénéfice-là, ce véritable bénéfice, parce que ces entreprises savent qu'en déclarant ce bénéfice-là, ils seront assujettis à un impôt un peu plus élevé. Alors que s'ils s'amusent à déclarer un bénéfice un peu inférieur, le montant de l'impôt également sera bas. Il doit donc s'agir de faire quoi? Ces entreprises vont faire comment? Elles vont minorer la valeur du bénéfice. Raison pour laquelle on dira ceci, dans une optique de diminution du bénéfice comptable, parce que c'est ce que le comptable fait, la comptabilité l'autorise, dans une option de diminution du bénéfice comptable, le comptable va gonfler les charges, il va augmenter les charges de l'entreprise et il va diminuer les produits de l'entreprise. En le faisant, en augmentant les charges de l'entreprise, plus il augmente les charges, il diminue les produits, la valeur du bénéfice sera moins que ce qui devrait être. Et par conséquent, si le bénéfice est moins, il paiera également un impôt qui est moins. Donc voilà l'esprit que le comptable développe à l'entreprise. Il doit le faire, puisque le système est comment? On a demandé à l'introduction que le système est déclaratif. Mais l'administration fiscale ayant donc la possibilité de contrôler, nous serons dans ce chapitre dans la position du fisc, dans la position de l'administration fiscale. Parce qu'une fois que le comptable aura fait ceci, lorsque le fisc doit arriver, ce sera un jeu à somme nulle. Le fisc va lui demander quelle est la liste de tes charges. Tu dis que tu as eu les charges de 10 millions, la liste là. Je n'ai pas dit que tu sais pas ça, je n'ai pas dit le contraire. Mais donne-moi la liste de tes charges et donne-moi également la liste de tes produits. Le fisc doit procéder à quoi? Il doit procéder à ce qu'on va appeler une analyse fiscale des charges et une analyse fiscale des produits. Analyse fiscale des charges. Le fisc doit tout simplement vérifier. Est-ce que les charges que tu as imputées ici, toi comptable, selon les règles de la réglementation fiscale, tu devrais l'imputer. Donc, est-ce que ce que tu as mis ici comme charge devrait en principe entrer dans cette rubrique? Au cas où le fisc détecte des erreurs, c'est-à-dire il peut arriver que le comptable a acheté peut-être la machine de 500 000, mais dans l'inscription des charges, il dit qu'il a acheté la machine de 5 millions. Quand le fisc se rend compte de ça, il dit qu'il y a incompatibilité. Tu ne devrais pas introduire la charge là ici. Conclusion, je réintègre. Donc, conclusion, je
je réintègre. Réintégrer, c'est quoi? Réintégrer, c'est ajouter. Il ajuste ça au bénéfice comptable de l'entreprise. Maintenant, il peut arriver également que le comptable, c'est un homme de loi, il respecte à la fois, au même moment où il est en train de respecter le système comptable, il respecte également le système, le droit fiscal. Il peut arriver que le fisc se rende compte pendant l'analyse que tout ce que le comptable a introduit ici en matière de charges devrait être ici et respecte le droit fiscal. En ce moment, le fisc dit rien à signaler. Je reprends. Donc, il dit ici, lors de l'analyse fiscale, parce que le comptable aura diminué le bénéfice comptable, il va diminuer le bénéfice comptable comment? En faisant un dosage important des charges et en réduisant la valeur des produits. En le faisant, il va diminuer le bénéfice comptable et la valeur de l'impôt sera bas. Lorsqu'il y aura contrôle fiscal, le fisc doit analyser les charges, demander la liste des charges et les analyser, demander la liste des produits également, les analyser. Et parlant d'analyse des charges, si le fisc se rend compte qu'une charge a été introduite ici, alors qu'elle ne devrait pas, ou encore elle a été introduite pour un supplément, c'est-à-dire elle devrait être à 500 000, mais elle a été introduite pour 5 millions. Le fisc va détecter des incohérences, des charges qui, sur le plan comptable, peuvent entrer comme charge, mais sur le plan fiscal, ne devraient pas entrer comme charge. Le fisc va faire comment? Il va réintégrer dans le but de réajuster la valeur du bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice que tu as déclaré n'est pas le véritable bénéfice. Il faut donc recalculer un nouveau bénéfice en tenant compte de l'erreur du dosage, du trop dosage des charges que tu as eu à effectuer. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que le fisc, lors de l'analyse, peut se rendre compte que les charges qui ont été enregistrées dans la copie des charges correspondent à la réglementation fiscale. C'est-à-dire toutes les charges qui ont été introduites ici respectent le droit fiscal. En ce moment, le fisc n'a rien dit. Il dira tout simplement rien à signaler. Donc, je n'ai rien à dire par rapport à ça. Tu as bel et bien respecté le droit fiscal. Une fois que le fisc aura terminé avec les charges, il va tomber dans les produits. Il va également procéder à une analyse fiscale des produits. Lorsque le fisc va se rendre compte qu'il y a insuffisante déclaration des produits, c'est-à-dire dès que le fisc va détecter un produit qui n'a pas été déclaré, qui a été dissimulé, on parle d'une dissimulation de vente. Lorsqu'il y a une dissimulation de produit, le fisc dit simplement à déduire. Le fisc va déduire. Mais maintenant, si le fisc dans l'analyse se rend compte que tous les produits qui sont ici n'ont pas de problème, tous les produits correspondent à ce qui devrait être, le fisc dira tout simplement rien à signaler. Et nous rappelons ici qu'en comptabilité, les produits sont les comptes de la classe 7 et la classe 8 suivi d'un nombre pair. Or, les charges, c'est la classe 6 et la classe 8 suivi d'un nombre impair. Donc, voilà le processus de l'analyse. Nous reprenons. Donc, conclusion, on ne réintègre que la charge qui ne respecte pas les dispositions du droit fiscal, mais pourtant a peut-être respecté les dispositions du droit comptable, on la réintègre. Et lorsque la charge respecte les dispositions du droit fiscal, tout ce qu'on dit sur la charge, c'est rien à signaler. On ne déduit le produit que lorsque le produit ne respecte pas les dispositions du droit fiscal. Or, lorsque le produit respectera les dispositions du droit fiscal, on dira tout simplement rien à signaler par rapport à ce produit. Raison pour laquelle on aura donc, après réintégration et après déduction, à déterminer un nouveau bénéfice qu'on qualifiera d'un bénéfice fiscal, du résultat fiscal ou bénéfice fiscal. On aura donc quoi? Le bénéfice comptable plus ce qu'on a eu à réintégrer, la réintégration, moins ce qu'on a eu à déduire, qu'on va appeler les déductions. Donc voilà le processus, voilà ce dont il sera question dans notre cours. Mais une question à notre esprit, puisqu'en français facile, la charge qu'on réintègre, c'est une mauvaise charge, c'est-à-dire une charge qui ne respecte pas les dispositions du droit fiscal. Et la charge qu'on ne réintègre pas, la charge qu'on dirait, l'autre dans la charge où on dira rien à signaler, c'est une charge qui respecte quant à les dispositions du droit fiscal, donc c'est une bonne charge. Le produit qu'on va déduire, c'est un mauvais produit, celui qui ne respecte pas les dispositions du droit fiscal. Et le produit où on dira rien à signaler, c'est un bon produit. Le gros débat, c'est lequel? Comment donc savoir qu'une charge respecte les dispositions du droit fiscal ou comment donc savoir qu'un produit respecte les dispositions du droit fiscal? Qu'on fait donc l'analyse fiscale des charges et des produits. Et la seule chose dont il sera question ici, parce que l'analyse en réalité va dépendre de vous les étudiants. Donc il sera question pour vous
de pouvoir tenir de façon comptable les charges. Dans les charges, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce que la fiscalité dit par rapport à ça. Ça, c'est votre groupe du travail. Maintenant, notre travail, c'est quoi? Notre travail, c'est pour donner une boussole. Puisque dans l'analyse fiscale des charges, d'abord, parce qu'on aura donc l'analyse fiscale des charges. L'analyse fiscale des charges nous permettra de dire, voilà comment la charge doit être, si elle n'est pas comme ça, on la réintègre. L'analyse fiscale des produits permettra de dire, voilà comment les produits doivent se comporter. Si ils ne sont pas comme ça, on les déduit. Maintenant, dans les analyses fiscales des charges, on parlera de ce qu'on va appeler ici les conditions de déductibilité des charges. Donc, il y a 5 conditions, 5 principales conditions que lorsque la charge ne remplit pas, automatiquement, il faut la réintégrer. On dira qu'elle doit être licite. La première condition, c'est que la charge doit être licite. C'est pour ça qu'on parle du caractère de licité de la charge. La charge doit être licite. Licite, ça veut dire quoi? Elle doit être conforme à la loi. Le deuxième caractère, c'est que la charge ne doit pas être exagérée. Il ne doit pas avoir d'exagération. Elle ne doit pas être exagérée. Donc, si vous avez acheté pour 500 000, dites réellement que c'est 500 000 d'achat. Mais si vous dites que vous avez acheté pour 5 millions, alors vous avez acheté pour 500 000. En ce moment, il y a une fraction exagérée. Comme l'achat ne doit pas être exagéré, puisqu'elle est exagérée, il va falloir réintégrer cette fraction exagérée de charge. Elle doit être matériellement justifiée. L'achat doit être matériellement justifié. À partir de quoi? À partir des factures. Si vous dites que vous avez payé un salarié à hauteur de 200 000, il faut bel et bien qu'on retrouve le bulletin de paie, c'est la preuve de paiement. Si vous dites que vous avez acheté une marchandise à 500 000, il faut bel et bien qu'on retrouve la facture d'achat. Vous dites que vous avez vendu pour 1 million, il faut bel et bien qu'on retrouve la facture de vente. C'est-à-dire, l'achat doit être matériellement justifié. La charge doit être dotée dans l'exploitation de l'entreprise. Elle doit être dotée dans l'exploitation de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si par exemple, il y a l'exemple d'une charge qu'on peut prendre, une charge qui n'est pas dotée dans l'exploitation de l'entreprise, vous voyez, dans une entreprise, on vous dit, une somme de 200 000 a été décaissée pour l'organisation de l'anniversaire de la petite amie du DG, par exemple. Donc, vous comprenez avec moi que ça, c'est une charge qui n'a pas une relation, une corrélation avec l'activité de l'entreprise. Raison pour laquelle, automatiquement, elle n'est donc pas dotée dans l'exploitation de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire? On va la réintégrer. Et la dernière caractéristique, c'est que la charge doit être normale. Ça doit être une charge normale. Normale comment? Ça doit être une charge qui entre en jeu de façon logique. Le règlement des salariés, c'est une charge normale dans l'entreprise. C'est normal qu'une entreprise règle son personnel. Mais cette entreprise doit régler son personnel, toutefois, en ayant la preuve matérielle. C'est pour ça qu'on dit matériellement justifiée. Donc, nous allons prendre un exemple pour illustrer tous ces éléments. Mais avant de prendre l'exemple, nous dirons que ces 5 caractéristiques doivent être remplies de façon simultanée. C'est-à-dire une charge doit contenir tous ces 5 caractéristiques. Quand la charge ne contient pas toutes ces 5 caractéristiques, automatiquement, il faut faire comment? Il faut réintégrer la charge. Dès l'instant qu'une seule condition est visée ici, on réintègre la charge. Maintenant, on peut réintégrer la charge en totalité, comme on peut réintégrer seulement une partie pour la partie comment exagérée. Si nous prenons un exemple, avec nous, regardons, si nous prenons l'exemple, nous disons là, salaire du DG, 500 000, par exemple, salaire du DG, 500 000, le bulletin de paie du DG ne se retrouve pas. Voilà par exemple l'exemple d'une charge que nous retrouvons dans l'analyse, salaire du DG, 500 000, son bulletin de paie ne se retrouve pas. Or, nous voyons que c'est une charge qui est normale, mais qui n'est pas matériellement justifiée, puisqu'on n'a pas son bulletin de paie. Il doit avoir le bulletin de paie pour justifier du paiement du salaire. Comme il n'y a pas de bulletin de paie, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire ce salaire de 500 000 comment à réintégrer. Parce que ces conditions doivent être remplies de façon simultanée. Si on nous dit par exemple, salaire du DG 500 000, le bulletin de paie existe, par exemple, en ce moment, on dira quoi? 500 000, rien à signaler. Pourquoi? Parce que c'est une charge normale et c'est une charge qui est matériellement justifiée. Autre exemple, si on nous dit par exemple dans les charges, on retrouve par exemple un montant d'1 million qui a été décaissé pour une partie de pêche et de chasse du directeur de l'entreprise avec sa fiancée. Vous voyez que là, c'est une charge qui n'est même pas normale, qui n'est pas dotée dans l'exploitation de l'entreprise. En ce moment, qu'est-ce qu'on fera de ces 1 million là? On dira 1 million à réintégrer. Et on peut également retrouver comme autre charge, salaire du DG 1 million.
Alors qu'un tel DG ne peut toucher, on nous dit qu'un tel DG ne peut toucher que 600 000. Donc, c'est une bonne chose, elle est normale. Elle est payée matériellement, elle est devenue dans l'expression de l'entreprise, mais le montant est exagéré. On sera donc obligé de calculer une fraction exagérée. Il a touché 1 million, alors qu'il devait toucher seulement 600 000. Ça veut dire qu'on a une fraction exagérée de combien? De 417 fractions qui doivent faire l'objet d'une réintégration. Donc voilà l'attitude à adopter dans l'analyse fiscale des charges, tout en maîtrisant les conditions de déductibilité des charges. C'est ça la boussole dans l'analyse. Une fois qu'on aura déterminé le bénéfice comptable, qu'on aura analysé les charges et les produits sur les conditions que nous avons évoquées, on va donc établir un tableau de passage du bénéfice comptable au bénéfice fiscal. Là, on aura le bénéfice comptable qu'on peut appeler plan A, qui des fois est égal au résultat O, plus ou moins le résultat HAO. Et tout dépend de la variable, le résultat HAO. Si le résultat HAO est positif, on rajoute. Si le négatif, on enlève. Ensuite, nous aurons d'un côté les réintégrations. On va lister les éléments qu'il va falloir intégrer. Ensuite, on va faire un total réintégration. On va faire un total réintégration qu'on pourra appeler, une fois qu'on a listé les éléments, on fait un total. On pourra appeler ce total à, disons, petit a. Ce petit a, on va le reporter là. A plus petit a, on va appeler le BF qui sera égal à 1 gramme I. Ensuite, on va tomber dans les déductions. Et les éléments qu'on a déduits, les mauvais produits, comme nous avons évoqué. On va donc lister les éléments à déduire. Ensuite, total déduction, qu'on aura à faire. On peut dire là, total déduction, c'est un petit b. Le petit b, on va le mettre là. Et maintenant, grand b moins petit b, je vais donner ce qu'on appelle le BFP, le bénéfice fiscal définitif, qui sera égal à 1 grand C. Donc, voilà l'extrait du tableau, le tableau CF1, tableau de passage du bénéfice comptable avant un coût bénéfice fiscal. Maintenant, une fois qu'on aura le nouveau bénéfice, c'est ça qu'on appelle le nouveau bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice corrigé, puisqu'à l'amont, on a dit qu'on commence par un bénéfice comptable. Une fois qu'on aura ce bénéfice corrigé, il va falloir déterminer le solde et l'impôt, le solde et l'IS. Le solde et l'IS, c'est là la quoi? C'est là la masse, IB, MP, plus l'impôt complémentaire, moins le crédit d'impôt. Donc voilà comment on va se déterminer. Masse IBNP, plus l'impôt complémentaire, et moins le crédit d'impôt. IB, c'est l'impôt sur le bénéfice. IB égale à quoi? Soit 30,8%. IBNP à I, soit on est à 33%, IBNP à arrondi. Arrondi au millier de francs, c'est l'article 17 alinéa 3. Le BNP à arrondi au millier de francs, inférieur. Ensuite, MP, c'est le minimum de l'exception qui est à la part du chiffre d'affaires en taxe à 5,5%. Lorsque c'est le revenu simplifié, chiffre d'affaires en taxe fois 2,2%. Lorsque c'est le revenu réel. Maintenant, qu'est-ce qu'on met donc dans l'impôt complémentaire et qu'est-ce qu'on met dans le crédit d'impôt? Ce sont les éléments qu'il faut connaître. Dans l'impôt complémentaire, on a broche ici, on met à l'intérieur, il y a assuré, c'est le premier élément, c'est la taxe sur le revenu occulte. On a la taxe sur le revenu occulte, on a la pénalité sur le revenu occulte. Pourquoi? Parce que le revenu occulte s'obéit à l'article 45 du Code général des impôts. On dit le revenu occulte, c'est un revenu qui est c'est une somme à des personnes non identifiées. Sur le plan fiscal, on réintègre et on va taxer à taux de l'IS, on va jouer les pénalités. Ensuite, on a ce qu'on va appeler du RCM, non retenu à la source. Non retenu à la source. Dans le crédit d'impôt, qu'est-ce qu'on aura? On aura la compte JS,
la compte PDS. Ensuite, on aura l'IRCM, retenu à la source. Retenu à la source. Laissez-moi retenu à la source. On aura le précompte. Le précompte, vous voyez. Oui, on aura le précompte sur l'OM. On aura également la TSR, la taxe spéciale sur le revenu. On aura les éléments qu'on aura dans le crédit d'impôt. Donc voilà, ici présenté. Maintenant, il faut savoir que le délai de dépôt de la DSF, c'est le 15 mars de l'année N. Parce que ce délai, vous subissez les sanctions contenues à l'article L106 du Code général des impôts, c'est-à-dire un durée de retard de 1,5% par mois de retard avec un plafond de 50% et la pénalité de retard de 10% par mois de retard avec un maximum de 30%. Donc, voilà ici présenté le contenu de notre chapitre 1er, l'impôt sur les sociétés. Avec un exercice, on verra comment est-ce que la taxe sur le revenu se calcule, la compte d'IS se calcule. Très souvent, cette compte d'IS est déterminée en prenant le chiffre d'affaires en taxe fois 5,5 ou fois 2,2% ou encore en somme des acomptes mensuels qui ont été laissés par l'entreprise. Donc, voilà, ainsi présenté le contenu de notre chapitre 1 concernant l'impôt sur les sociétés. On a dit la base du bénéfice comptable. Il y a la somme des produits moins la somme des charges. Parce que le comptable augmente des charges et diminue les produits dans le but de réduire la valeur du bénéfice, ce qui doit lui permettre de payer le moins d'impôts. Lors d'un contrôle fiscal, le fisc va analyser les charges. S'il y a des charges à régler, il les réintègre. S'il y a des charges normales, il dit rien à signaler, il analyse les produits. S'il y a des produits à déduire, il les déduit. S'il y a des produits normaux, il dit rien à signaler. Ensuite, il fait son tableau 22. Une fois qu'il a fait son tableau 22, il détermine le solde d'IS. Il faut rappeler ici IB, MPI, un calcul à faire. Si IB est supérieur à MP, on va retenir, on va retenir IB, il va fonctionner. Mais si c'est MP qui est supérieur à IB, en ce moment, on retient MP. Donc, voilà la démarche. Et on ajoute à ça l'impôt complémentaire. Sur l'élément qu'on a retenu, on ajoute l'impôt complémentaire, on enlève le crédit d'impôt. Donc, nous espérons qu'avec l'exercice, on pourra traiter de façon succincte ce qui a été évoqué dans ce chapitre 1. Donc, voilà, laisser présenter notre chapitre 1. Nous allons évoluer avec le chapitre 2. Dans la deuxième partie qui porte sur la fiscalité locale, qui comporte 3 chapitres, l'impôt libératoire, la patente et la licence.